Bonjour Maggie. Bonjour Vladimir. Aujourd'hui, avec votre beauté, on ne peut être qu'ébloui. Et en tout cas, je sais qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Et vraiment, je voudrais avoir votre vision sur comment est-ce que les jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 35 ans, parlent, ressentent et critiquent la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Donc la première question que je voudrais vous poser, est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez entre vous, entre filles? Oui, beaucoup. Je pense que de toute façon, chez les filles, il y a cette histoire de complexe qui est implantée très jeune dans nos têtes, que ce soit influencée par avant, c'était les médias, les téléfilms, les séries. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec l'abondance des réseaux sociaux, on peut dire que les complexes sont démultipliés et c'est vrai que maintenant, même la vidéo peut être transformée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on n'a plus de notion de réalité, de repère. Et j'avais vu une statistique récente qui expliquait que les 18-34 ans, c'était ceux qui faisaient le plus d'actes esthétiques par rapport aux 50-60 ans, alors qu'on pourrait se dire, bon, 50-60 ans, on peut vouloir prévenir un petit peu les signes de l'âge, et finalement, on peut se poser la question, pourquoi cette tranche d'âge veut subir autant de transformations? En tout cas, dans mon domaine, il y a toujours eu des jeunes, depuis que moi j'ai commencé la chirurgie esthétique et réparatrice, il y avait toujours un problème particulier aux jeunes, parce que la rhinoplastie était un problème qui était souvent demandé, et puis il y avait aussi le fait des malformations corporelles, pas de seins, ou des seins pas pareils, ce qu'on appelle des seins tubéreux. Donc pour nous, ça a toujours existé, mais là où je trouve que vous avez raison, c'est qu'il y a une nouvelle demande des jeunes qui ensuite sont très exigeants sur quelque chose qui est très particulier, qui est non pas un désir de beauté, mais de se sentir bien eux-mêmes dans leur peau, parce qu'ils pensent que ça va les aider dans leur métier ou trouver un emploi. C'est exactement là que je voulais en venir, c'est qu'avant il y avait un désir de complexe à corriger, et maintenant il y a la société capitaliste et en est le produit un petit peu, mais ce désir d'optimiser, de capitaliser sur son image, parce qu'effectivement on est une société, l'image a toujours été importante, la beauté aussi, on ne peut pas le nier, mais on est vraiment dans la société de l'image, donc on le voit bien, des fois les gens peu compétents finissent à des postes prestigieux parce que ils sont éloquents, ils sont charismatiques, ou tout simplement ils sont beaux. Donc effectivement, il y a cette idée d'optimiser son physique toujours plus pour... Ce qui est valable en politique aussi. Hein. Ah ben oui, c'est là que... Quand on voit la beauté je ne suis pas pour Villepin, par exemple, c'est vrai que c'est un bel homme. Ou pour Bardella, qui est plus jeune et qui incarne une certaine beauté. Et forcément, c'est un peu comme quand on est en classe. Moi, je me souviens, il y avait le beau garçon ou la belle fille, et tout le monde se disait, j'aimerais bien être comme lui ou comme elle, parce que ce côté physique qui transcende un petit peu le quotidien, ça fait que tous les autres, on se sent un peu marginalisé. C'est ça, surtout qu'en psychologie, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène de halo, où quelqu'un de beau, on va lui prêter tout un groupe de qualités autres, la douceur, le charisme, la gentillesse. Donc c'est très injuste. Et par rapport aux parents, est-ce que vous aviez des parents qui vous disaient « tu es très jolie » ou bien qui vous faisaient des critiques? Parce qu'il y a aussi ce problème de la relation aux parents. Il y a des mères, paraît-il, qui sont terribles avec leurs enfants, qui les rabaissent. Et comment ça s'est passé? Non, moi ça n'a pas été mon cas, j'ai jamais été rabaissée sur mon physique. Cependant, j'ai jamais été encensée non plus. Donc ma mère m'appelait ma petite beauté des îles. Bon, je ne veux pas des îles, mais quand même, voilà. Mais je vois avec mes amies, quand elles ont été un peu narcissisées, je perds mes mots, par leurs parents, quand bien même elles ne correspondent pas forcément aujourd'hui à des idéaux de beauté, elles ont intériorisé le fait qu'elles étaient tout à fait présentables, jolies, valables, sur le plan de leur identité, de leur apparence. Alors qu'il y a des copines au contraire qui sont très jolies, qui répondent d'ailleurs aux standards parfaits, et qui ont eu des failles dans leur configuration familiale, effectivement avec des mères ou des pères qui leur envoient une image d'elles méprisante ou jamais assez, et elles ont gardé ce truc de leur apparence où il y a un décalage et une dissonance complètement avec... donc c'est vrai que l'importance
des parents et de la configuration familiale, c'est primordial. Et à quel moment commence le maquillage, les ongles, enfin cette espèce de préoccupation de notre enveloppe corporelle? Bah, si je peux parler pour moi, ça a été extrêmement tôt. Ouais, je me souviens que dès 6 ans, je voulais gonfler mes seins avec des chaussettes ou des petites choses comme ça. Après, à 13 ans, 12-13 ans, en 6e, je voulais mettre des strings, je les faisais dépasser, c'était les années 2000, donc jusqu'en haut du dos. Mais j'ai l'impression que ça aussi, il y a la nouvelle génération, bah, typiquement j'étais au Monoprix tout à l'heure et il y avait un papa qui demandait à la chef de rayon, qui lui disait est-ce que vous auriez des faux ongles pour les enfants et tout. Elle lui dit ah non, pas pour les enfants. Et puis il y a sa fille qui avait 9 ans, qui arrive et qui dit non, moi je veux pas du vernis, je veux des faux ongles. Donc j'ai trouvé que c'était Oui. et sûrement qu'elle en veut parce que ses copines en ont. Voilà. Donc pareil avec le phénomène des gammes de maquillage ou de soins spécifiquement pensées à Sephora pour les 8-13 ans. Ça existe. Oui, ça existe et c'est un marché maintenant et c'est un peu déplorable pour le coup parce que... Et alors j'ai entendu parler de quelque chose que j'ai pas connu, c'est les filtres Snapchat. Ah oui, c'est oui. quoi ça? Bah, c'est des filtres en fait qui à la base étaient des filtres amusants, on pouvait se transformer en chien, en chat, avoir une couronne de fleurs, donc ça c'était il y a quelques années, mais très rapidement c'est des filtres qui sont d'ailleurs automatiquement mis par exemple sur l'application TikTok qui est l'application numéro 1 qu'utilisent les jeunes et où on va de base quand on va ouvrir son téléphone avoir envie d'utiliser l'appli parce qu'on apparaît le visage lissé, donc sans aucune imperfection, Ah oui. le nez un petit peu affiné, les yeux un petit peu agrandis, c'est très subtil, mais c'est là et on peut amplifier cet effet de filtre. Donc, enfin, j'ai un ami chirurgien aussi qui me dit très régulièrement, on me dit je veux ce visage, c'est moi, hein, mais filtré. Donc, Vraiment, parce que moi ça m'est pas tellement arrivé. Ce qui m'arrive plutôt, c'est des patientes qui viennent avec des images d'une star ou Ouais. d'une vedette. Et elles disent pas qu'elles veulent être cette star ou cette vedette, mais elles aiment quelque chose dans cette star. Ça peut Ouais. être la forme du nez, la forme des yeux. Mais c'est pour m'expliquer. ouais. C'est pas pour être Ouais, ouais. cette star, c'est plus pour me donner une idée. Après peut-être de vous leur êtes plus désir. dans le côté chirurgie que médecine esthétique. C'est vrai. Donc ça aussi, il faut dire que chez les jeunes de cette tranche d'âge, c'est vraiment la médecine esthétique qui est moins invasive, le premier pas d'entrée dans tout ce monde-là. Et comme vous n'avez peut-être pas cette clientèle-là, justement, qui veut se grossir les lèvres, comme dans le filtre, parce que les filtres grossissent les lèvres aussi en général, s'affiner le nez comme le filtre. Et ouais, ben, c'est sûr que même dans les stories spontanées, c'est pas vraiment spontané, puisqu'on altère l'image de soi. Alors, étage par étage, les sourcils. Mmh. À partir de quand les femmes ou les jeunes filles y pensent et commencent à s'épiler ou demander des tatouages? Je pense on ne naît pas en se disant tiens, je ferai bien mes sourcils beaucoup plus épais ou beaucoup plus fins. C'est vraiment encore une fois ce que nous renvoie la société, les images, puis nos camarades, à part voilà, les filles qui ont une pilosité un peu plus prononcée que la moyenne, qui peuvent se prendre des remarques au niveau du harcèlement. Les sourcils, ça a toujours été des tendances. Moi, quand j'étais adolescente, c'était vraiment les années 2000, donc les sourcils extrêmement fins, donc on se les épilait Ah oui. vraiment la ligne avec les pop stars qui avaient des fois qui se les enlevaient totalement pour faire une petite ligne de crayon. Et puis après, il y a eu notamment des mannequins qui ont mis à l'honneur des sourcils très épais, Cara, je sais pas si vous voyez, de la Vingue, je prononce Oui, mal, et qui a mis à l'honneur du coup les sourcils très broussailleux. Donc ça a été la mode du sourcil épais, broussailleux. Après, voilà, il y a eu maintenant, c'est vrai que si on observe un peu dans les rues, il y a énormément d'ateliers du sourcil, enfin vraiment ouais, c'est ça. de magasins qui se sont spécialisés dans le sourcil. Ouais, exactement. les bro lift aussi, qui comptent pas Ah, le brow-lift, ça veut dire que c'est une opération pour relever Alors c'est une les opération, sourcils. mais les esthéticiennes le font aussi avec un produit en fait qui va détendre la fibre du sourcil pour l'allonger et pour créer un effet de sourcil un peu levé comme ça et plus défini. Et les fossiles? Les fossiles aussi, je pense qu'il y a une tendance là en 2026 où j'avais vu une photo qui avait un peu fait le tour du web, je ne sais pas si vous l'avez vue, où il y avait la Joconde version 2010, je sais plus, où il y avait la bouche comme ça, les sourcils comme ça, les fossiles comme ça, et 2026 où c'était une version améliorée de la Joconde où effectivement elle était plus dessinée si je puis dire,
mais et un peu maquillé, mais ça restait léger. Donc je pense que voilà, quand on touche des extrêmes, comme ce qui a été le cas en 2010 avec les Kardashians, où tout était très appuyé, très prononcé, enfin une hyper femelle, si je puis dire, là j'ai l'impression qu'il y a le retour inverse, bien que j'ai l'impression que les fossiles ont toujours autant de succès. Alors il y a un autre élément très particulier, c'est chez certaines vedettes américaines une opération qu'on appelle la bichectomie. Ouais. Alors, la bichectomie, c'est une opération qui se fait par l'intérieur de la bouche et qui enlève des boules de masques et graisse, des boules de ouais. graisse qui sont profondes, Ouais. qui sont entre les muscles masticateurs. Et ça donne un effet extrêmement creusé. Oui. Et sur les photos, ça donne un côté un peu dramatique. Ouais. Et donc ces vedettes qui étaient un peu rondouillettes de visage ont voulu, pour avoir capté mieux la lumière, être un peu plus creuses. Ça a été beaucoup demandé même en Europe, mais c'est une mauvaise opération. Oui, puisqu'on la perd cette graisse en vieillissant, donc ça... Oui, ouais. donc le visage devient hyper creux et même il nous arrive d'avoir des patientes qui viennent et qui veulent qu'on les remplace. Ah, et c'est possible ça? C'est possible. Ah, oui, on prend un peu de leur propre graisse, Ah. on remet en place. Mais une autre opération, alors qui est très peu connue et dont je me permets de vous parler, je l'ai appelée le lipolift. Parce qu'un des éléments qui est très mal apprécié par tout le monde, les garçons et les filles, c'est quand le cou est un peu empâté. Si on attrape un cou empâté et qu'on a 20 ou 25 ans, sûr, parce qu'on a pris un peu de poids par exemple, puis on Le- essaye de vous- faire du poids, C'est ce que vous et ça appelez part pas. le double menton? Oui, Ouais. c'est ça. Et actuellement, c'est une opération qui est extrêmement efficace et à la mode, très légère, Ouais. parce qu'elle consiste, en faisant une petite cicatrice à la pointe du menton et devant Ouais. les oreilles, à faire l'aspiration un peu de cette graisse de D'accord. surface, et on arrive à très joliment définir. Et c'est une opération qui a aussi beaucoup de succès maintenant au Moyen-Orient, où les jeunes filles sont toujours un petit peu complètes, et au lieu de se faire enlever la boule graisseuse de Bichat, Ouais. elles subissent cette opération. Et ça définit également la mâchoire? Ça ou... définit ok. aussi la mâchoire. Bah, vous voyez, moi je connaissais pas cette opération en chirurgie esthétique. En revanche, ce que je vous disais, c'est que les jeunes sont très friands de médecine esthétique qui est moins invasive, à moindre coût, etc. Et il existe, vous devez connaître l'endolift ou des trucs comme ça qui vont stimuler, brûler la graisse avec le IFU-thérapie, des choses comme ça. Enfin, il y a tout un tas de Écoutez, protocoles. vous avez raison d'en parler, mais moi je mets en garde, parce qu'on n'arrête pas de voir des complications, parce que qu'est-ce que c'est que ces opérations endo, IFU? Ce sont des brûlures qui sont faites par des rayons, soit un rayon, une fibre laser qu'on met sous la peau et on brûle. Ouais. Alors si on ne brûle pas beaucoup, c'est pas grave, Ouais. ça fait fondre un petit peu la graisse, et ça fait un peu comme un steak sur la poêle, ça rétrécit un peu le Ouais. derme, Ok. mais c'est très difficile à régler. Cet appareillage, parce que les peaux ne sont jamais de la même épaisseur. Et donc nous, ce que nous voyons, c'est les complications, parce qu'au bout d'un moment, il y a des rétractions, il y a des cicatrices Mais si on en abuse, ou même au bout de... ou si on en abuse, ce n'est pas sans risque. Il faut vraiment aller voir quelqu'un qui a une grande expérience, qui peut vraiment établir un protocole en dosant bien l'intensité des rayons ou du laser qu'il va utiliser. Et il vaut mieux être un peu moins efficace, quitte à recommencer une autre fois, plutôt que de risquer la brûlure. Là, je mets bien en garde pour les gens qui auraient la chance d'écouter notre interview, de se méfier un petit peu de ça. Bah oui, surtout que voilà, il y a ce qu'on appelle les injecteuses sauvages Voilà, qui en proposent. Et c'est vrai que la dernière fois, j'ai dû avoir la conversation avec vous, et comme on est tout le temps sur écoute, on nous propose des pubs, des conversations qu'on a pu avoir avant. Et du coup, j'ai eu des pubs sur ça, on a dû l'évoquer déjà. Et les tarifs sont au-delà de toute concurrence. Hein. Pour 140 €, on a une séance d'IFU avec des résultats, bon, je sais pas si ils sont un petit peu trafiqués, mais assez flagrants, assez bluffants. C'est bluffant quand on voit, mais voilà. c'est un peu loin de la réalité. C'est un peu loin de la réalité, parce que nous, quand on va dans les congrès et qu'on parle de cela, les résultats sont extrêmement modestes, très subtils et pas très durables. Okay. On en vient à un autre domaine, alors que vous connaissez bien, c'est le corps. Parce que le corps, que ce soit du jeune garçon, de l'adolescent ou de la jeune fille, va changer, mais malgré tout, la prise de conscience du corps chez l'adolescent peut révéler des complexes graves, surtout si à l'école, on le pointe du doigt. Et je voulais savoir, donc, si vous aviez été témoin, ou si vous avez vu un peu dans cette adolescence que vous avez traversée. Qui n'a pas vu? Je pense que c'est malheureusement, je pense qu'on a érigé ça en rite de passage obligatoire, et que je pense que
une société qui va mal, qui instaure ça comme un rite de passage. C'est pas le cas dans toutes les sociétés. Encore une fois, ça vient de l'éducation et de qu'est-ce que ça revient aussi à la prévention, parce que mine de rien, les stats en France sont alarmantes quand on parle du corps en général au niveau des abus, des incestes. Pour moi, c'est tout ça où dès la prime enfance, il ne s'agit pas de parler de sexe à des maternelles, mais de leur montrer ce que c'est qu'un corps, de nommer les parties intimes, pas en les minimisant ou avec des petits noms, le zigouigoui, la minette, le truc. Et ça, on sait déjà que c'est un facteur de protection pour les enfants, et de savoir quel est mon corps, quel est le corps de l'autre, ce qu'on a le droit de faire à son corps, ce qu'on n'a pas le droit de faire à son corps et à celui de l'autre. Et déjà, ça instaure un premier rapport sain à son propre corps. Et ça, c'est la base de sécurité et d'intégrité intérieure qui, après, va développer des individus qui, quand il y a un consentement intégré, le consentement de poser un regard, une critique, une humiliation, ça va aussi dans ce sens-là, je pense. C'est destructeur. Alors, il y a un autre élément. Par chance, vous êtes une femme gracieuse, vous avez le charme de la grâce, et je trouve qu'on insiste beaucoup sur le sport à l'école, mais pas du tout sur la danse ou la musique. La danse est quand même un élément merveilleux pour apprendre à une jeune fille, et même à un garçon, à bouger dans l'espace. C'est comment vous expliquez cette espèce de frein à une culture qui est celle du mouvement gracieux? C'est un petit peu, je vais mettre ça dans le même sens que la spiritualité qui n'est jamais évoquée. Par exemple, moi si je prends en fac de psycho, c'est vraiment Jung par exemple qui est un psychanalyste qui a beaucoup parlé du corps justement, des traditions, des cultures, de la spiritualité, des archétypes, enfin, de l'imaginaire. Il n'est pas du tout étudié, enfin, c'est très très rare de l'étudier à la fac, et parce qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit, et je pense qu'on a hérité de cette culture où le corps, ça a été, dans, je sais pas, l'héritage de la culture puritaine, où ça a vraiment été mis de côté. Et à part dans les écoles spécifiques où il y a du budget, où on va avoir ce genre de... Bon, il faut aller dans les conservatoires, mais par exemple, il y a des classes, il y a des horaires de sport obligatoires au lycée, mais il n'y a pas de cours de danse. Alors je sais pas si on n'a pas du tout, parce que moi j'ai les souvenirs quand même de chorégraphie un peu contemporaine qu'on avait fait en terminale, et le fameux truc de, comment ça s'appelle, la gymnastique, là, c'est pas synchronisé, mais quand on fait des pyramides entre nous, là, je pense que ça on l'a tous vécu, mais oui effectivement, même l'étude de la danse, des différentes danses, et puis c'est hyper cathartique la danse, faut pas oublier que, enfin je m'intéresse beaucoup aux somatiques aussi dans ma pratique, et en fait... avant, les femmes aussi dansaient de manière thérapeutique, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de traumas qui sont stockés dans les hanches chez les femmes, et le fait de les bouger, de se déhancher, ça libère le traumatisme en fait. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous abondez un peu dans cette idée qu'il faudrait apprendre à ces jeunes adolescents à connaître leur corps et aussi à l'exprimer dans le mouvement et dans la danse, plutôt que de faire le marathon ou de faire du jogging. Oui, bien sûr, et de la grâce. La grâce est quand même une chance extraordinaire quand on la possède, puis sinon on est un balourd. Oui, bien sûr. Moi je suis très balourdin, ceci dit. Non, vous avez une grâce qui est personnelle. Alors, pour en revenir au corps, par exemple, vous savez quels sont les principaux problèmes chez les jeunes garçons, à part ceux qui sont un peu rondouillets et qui vont être traités de rondouillets dans la classe ou je dirais les muscles quand même, parce que ça aussi j'ai vu pas mal d'images même des James Bond des années 70-80, et maintenant il paraît justement maigrelet face à tous les gars qu'on voit dans la moindre série, le personnage B, parce que voilà, c'est des gens qui prennent des protéines, de la testostérone, qui s'injectent tout un tas de trucs pour gonfler leurs muscles, et maintenant le muscle il est devenu, je sais pas si c'est ce dont vous alliez parler, mais... Alors, cette quête de la musculation et des compléments alimentaires, ça c'était une autre évolution de notre société qui est assez affolante, pourquoi ? Parce que le fait d'arborer cette musculature, ça veut dire qu'on prend soin de soi, qu'on fait des efforts. En fait, c'est l'effort qui est récompensé. C'est cette notion que je me bats pour offrir un corps, alors offrir un corps à qui ? Aux yeux des autres, hein, je pense. Et puis c'est vrai qu'un des témoignages de garçons que j'ai pu avoir, il y a eu un après-avant muscle, quoi, au niveau de la considération des femmes, c'est sûr que ça renvoie une image. Les femmes regardent ça.
Je pense, oui. Même Il y celles a- qui disent non, moi, c'est pas mon truc, les gars musclés. C'est vrai que visuellement, il y a quand même un attrait qui se fait plus sur voilà, le côté statuaire. Je pense que bien sûr, ça joue. Au même niveau qu'il y a des études qui ont montré que la mâchoire définie chez les hommes, c'est un signe d'attirance. Effectivement, une certaine musculature aussi. Mais tout est une question de proportion. Les mecs qui sont à fond dans la muscu que je connais, qui font du culturisme, des choses comme ça, la plupart ils ont des dysmorphobies parce qu'ils se voient skinny quoi, alors qu'ils sont c'est des bœufs quoi. Mais ils C'est voient pas jamais comme ça. assez. C'est jamais assez et c'est toujours plus de produits, il y a de plus en plus de choses sur le marché, des peptides, des trucs à s'injecter, la testostérone, ensuite il faut prendre un autre truc parce que la testostérone on doit la prendre en continu sinon après le corps n'est plus capable d'en produire. Enfin du coup il faut prendre des régulateurs pour réguler la chose et ça n'en finit pas en fait. Donc prendre soin de sa santé, finalement, je suis pas sûre. Quand ça devient comme ça de l'excès et de l'obsession, voilà. Et le domaine de la chirurgie esthétique elle-même, est-ce que c'est quelque chose qui est un tabou ou les jeunes y viennent assez facilement et comment est-ce qu'ils y viennent? Par quels moyens est-ce qu'ils sont informés? Bah, malheureusement et heureusement les réseaux, dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui parlent, qui racontent et qui filment leur chirurgie, les suites opératoires. Je pense que dans n'importe quelle chirurgie, on peut taper rhinoplastie témoignage, on va voir des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes qui filment chaque jour leur évolution, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc il y a vraiment une démocratisation. Et même chez les influenceuses aussi, où elles en parlent un peu sans honte, elles assument d'avoir refait leur sein. Bon, des fois, elles n'ont pas le choix d'assumer parce que c'est assez, assez flagrant. Mais donc il y a ça, il y a la médecine esthétique où c'est le premier pas avant la chirurgie. Et puis chez les jeunes, il y a aussi une notion de tarif. Parce que voilà, on n'a pas forcément les moyens. Oui, mais en général, par exemple, dans ma pratique, j'ai des jeunes qui viennent, qui ne sont pas encore majeurs et qui sont en demande. Une jeune fille qui veut une poitrine un peu plus grosse ou parce qu'elle a une malformation, ou un garçon qui veut changer la forme de son nez parce que son nez à partir de 15 ans ne lui plaît pas ou il est trop grand. Et pour nous, c'est absolument interdit de l'opérer sans qu'on ait pratiqué ce qu'on appelle le consensus familial. Ah, familial carrément. Familial, Okay. c'est-à-dire qu'on lui demande de venir avec son père ou sa mère, ou les deux s'ils peuvent, de façon à pouvoir d'abord plaider sa cause vis-à-vis des parents, parce que les parents sont toujours opposés, pour des tas de raisons, c'est leur enfant, il est magnifique, qu'est-ce que tu vas faire, c'est un air de famille, comment tu vas échapper de la famille. Donc il y a une réticence familiale qui est normale. Et un parent suffit? Un parent suffit, à condition que ce soit le parent qui est le plus proche de l'enfant, ou celui qui doit payer. Parce que l'enfant, pour la chirurgie esthétique, malheureusement, à part des malformations, il n'y a pas de prise en charge. Et ben vous voyez ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a l'inverse qui se produit aussi. Ah bon? Ouais, des mères ou des pères qui complexent leur enfant et qui leur dit fais quelque chose. J'ai déjà entendu ça en tout cas. Oui? Ouais. Ça peut être vrai dans le cas des oreilles décollées, quand il y a eu des enfants qui traitent celui qui a des oreilles décollées, de petit éléphant, là, on voit des oreilles d'éléphant, donc c'est un complexe. Là, les parents, ils sont au courant et c'est une opération qui est bien acceptée. Mais par exemple, une jeune fille de 16 ou 17 ans qui n'a pas de poitrine et qui voudrait augmenter ses seins, c'est un gros problème parce qu'elle, elle se dit, dans ma famille, toutes les femmes ont des petits seins, elles n'ont rien, et donc je veux échapper à cette génétique. Voilà, je vais échapper à ça, et ce sont des opérations pour lesquelles il faut que les parents, le père ou la mère, non seulement acceptent le principe, mais comprennent les avantages, les aléas, les inconvénients, et puis surtout qu'ils acceptent de financer. Alors moi, ce que je dis aux jeunes dans ces cas-là, c'est que, bien sûr, vous ne payez pas cette opération, mais un jour, vous devrez la rembourser à vos parents. Ah oui, vous leur dites ça? Je leur dis très clairement, parce que c'est un cadeau qu'ils vous font, mais qui n'est pas destiné à partir en fumée. Vous devez assumer cette opération, et quand vous serez en moyen de le rembourser, vous devrez le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est important, de responsabiliser aussi quand même l'adolescent, de se dire... Puis ça fait partie de son identité qui va modifier, donc effectivement, c'est pas... Quand on y réfléchit bien, c'est pas aux parents de subvenir à cette identité-là. J'ai une dernière question à vous poser, parce qu'elle est très à la mode, parce que c'est une opération aussi qui est dangereuse. C'est ce qu'on appelle le BBL, Brazilian Butt Lift, qui est les désirs de gonfler les fesses. Ça survient surtout chez des
patientes souvent de couleur ou qui sont des latino-américaines. Ouais. Mais est-ce que cette demande, vous l'avez déjà vue autour de vous? Est-ce que vous pensez que ça existe Ah réellement? oui, ça existe. Moi, j'en vois tous les jours dans la rue où vraiment c'est comme ça. On se dit, c'est sûr, c'est un BBL. Et comme je vous dis, là, il y a la question des tarifs. Et c'est vrai que les tarifs sont beaucoup moins onéreux en Turquie, en Tunisie, etc. Donc maintenant, il y a vraiment du tourisme de chirurgie où les personnes, où les jeunes se font un petit road trip, un petit voyage et Ah en oui. même temps se font. Voilà, il y a même des cliniques spécialisées là-dessus dans le tourisme chirurgie, quoi, où ils proposent Mais une ça, activité. il faut bien avertir les gens qui nous écoutent que le problème, c'est que les collègues que nous avons qui font cette chirurgie à l'étranger sont excellents, ils sont bien formés, mais s'il y a une complication, Ouais. c'est vraiment la Ah catastrophe. ouais, ouais, Et ouais. vous savez que le BBL, c'est une des rares opérations de chirurgie esthétique qui peut être mortelle, parce Oui. qu'en injectant dans les fesses, Mm. si le tissu graisseux ou l'acide hyaluronique qui est injecté pénètre dans un vaisseau ou le comprime, Mm. eh bien il y a des accidents gravissimes. Justement, il y a eu le cas récemment Exactement. d'une patiente qui est morte, et puis heureusement, il y a des témoignages maintenant qui disent ne cherchez pas à économiser là-dessus parce que vous économiserez peut-être des années de vie, quoi. Et finalement, dernière question, est-ce que pour vous, le personnage du chirurgien esthétique ou du médecin esthétique, ça reste un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine noblesse intellectuelle et de comportement, ou est-ce que nous sommes devenus une espèce de pion sur le désir de l'homme ou de la femme de changement d'apparence? Bah, c'est un peu les deux, je dirais qu'il y a moins qu'auparavant cette hiérarchie un peu du médecin en général, hein, même du médecin généraliste, où il y avait une sorte de figure d'autorité aussi et de prestige. Alors que maintenant, c'est vrai que j'ai quelques amis médecins, pas chirurgiens pour le coup, mais où ils viennent avec leur intelligence artificielle et ils savent le diagnostic à l'avance. Et je pense que c'est un peu pareil en chirurgie. L'intelligence artificielle va collaborer avec les chirurgiens. Et après, ça reste un métier convoité, admiré. Il y a aussi des... Maintenant, ils se lancent des fois dans l'influence, les chirurgiens, pour démocratiser leurs pratiques, les actes, et puis faire un peu de prévention aussi. Et du coup, il y a plus cette horizontalité qu'auparavant. Eh bien, Meggy, je vous remercie pour ce dialogue qu'on a plaisir. eu sur la médecine, la chirurgie esthétique chez les jeunes. Le nombre de jeunes patients qui désirent ces interventions de médecine esthétique ou de chirurgie ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce qui va y mettre un frein? Qu'est-ce qui va changer? Ça paraît... Bah, quand on va dans les extrêmes, il y a un nivellement vers la moyenne qui se fait en général, donc on peut espérer ça peut-être. Et puis la psychologie des parents peut-être aussi. Ouais, mais justement, on en parlait tout à l'heure, il y a je pense à la Thaïlande où justement les parents offrent comme premier cadeau, parfois de majorité, leur première intervention chirurgicale. Donc c'est aussi un autre mode de pensée. Et c'est vraiment extrêmement démocratisé dans certains pays d'Asie. En tout cas, la chirurgie esthétique, elle n'est plus considérée comme tabou ou comme une modification non écologique du corps, parce qu'il y a cette tendance, alors chez les patients beaucoup plus âgés, qui sont à l'âge où elles devraient se faire un lifting, de dire je peux faire montrer mes cheveux blancs et ma peau toute cassée, parce que c'est moi. Donc il y a cette tendance qui est étonnante. Il y a cette tendance aussi. Mais on parlera de ça la prochaine fois. Merci Meggy. Merci à tous. Merci.